Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la route de campagne alors qu'Emily Collins rentrait de l'école à pied. À seulement 9 ans, elle a avancé avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait déjà fait face à plus de défis que la plupart des enfants de son âge. Son sac à dos usé, rempli d'un livret et, curieusement, d'un petit ensemble d'outils enveloppés dans un vieux chiffon ou peut-être un cadeau de son oncle Mathieu pesait lourdement sur ses frêles épaules. Émilie fredonnait doucement, donnant des coups de pied dans les pierres au bord de la route lorsqu'une jetée noire et brillante attira son attention. Il n'y était pas ce matin. Sa silhouette élégante semblait étrangement vulnérable, capuche ouverte, tandis qu'un homme vêtu d'un costume coûteux faisait les 100 pas, son téléphone collé à son oreille. « Je me fiche de savoir quelle réunion je rate, » dit-il, la voix teintée de frustration. « Je suis coincé sur la départementale 16 avec une voiture qui ne démarre pas, et apparemment, aucun mécanicien ne peut venir avant plusieurs heures. » Émilie ralentit, observant la scène avec curiosité. L'homme se démarquait dans le milieu rural de l'État de Paris. Son costume sur mesure a dû coûter plus cher que ce que l'oncle Mathieu a gagné en un mois au garage. Ses cheveux noirs étaient bien coiffés et, même de loin, Émilie aperçut le reflet d'une montre de luxe à son poignet alors qu'il gesticulait avec agacement. « Très bien, je vais le découvrir par moi-même, » dit-il en raccrochant et en glissant son téléphone dans sa poche. Il se tourna vers le moteur, le fixant comme si la seule force de sa volonté pouvait le réparer. Quelque chose dans sa détresse a éveillé l'instinct naturel d'aide d'Émilie. Oncle Mathieu a toujours dit que le savoir ne vaut rien si on ne le partage pas quand quelqu'un en a besoin. « Excusez-moi, monsieur, » dit Émilie en s'approchant prudemment de la voiture. « Avez-vous des problèmes avec votre voiture ?» Jacques Renard se retourna, la surprise clairement visible sur son visage en voyant le petit personnage s'adresser à lui. À 35 ans, il avait bâti un empire dans le monde acharné de l'immobilier parisien. On craignait son sens des affaires et ses concurrents tremblaient à l'évocation de son nom. Mais le voilà, battu par une voiture, approché par un enfant. « C'est juste un petit problème, » répondit Jacques avec un sourire crispé. « Rien de grave, tu ne devrais pas t'inquiéter. » Émilie haussa les épaules et s'approcha pour jeter un œil sous le capot. « Je connais un peu les voitures. Mon oncle est mécanicien. Il m'apprend des choses, » a-t-elle ajouté. Jacques ne pouvait s'empêcher de rire. « C'est adorable, mais c'est un véhicule performant. Peut-être avez-vous besoin d'un professionnel. » Émilie a admis, un professionnel, c'est juste quelqu'un qui sait quoi chercher. Sans attendre la permission, elle se pencha au-dessus du moteur, prenant soin de ne pas salir son uniforme scolaire en s'approchant trop des parties grasses. Jacques la regardait d'abord avec amusement, puis avec étonnement, tandis qu'elle analysait le moteur avec une expertise étonnante. « Depuis quand a-t-il des problèmes ?» a-t-elle demandé, maintenant complètement professionnelle. « Il y a environ 20 minutes, le moteur a commencé à surchauffer, » répond Jacques. « Ensuite, il s'est éteint, » a-t-il ajouté. Émilie secoua la tête pensivement. « Avez-vous senti une douce odeur de sirop ?» Jacques cligna des yeux. « Oui, en fait. »« Comment le sais-tu » ? « Le système de refroidissement, » répond Émilie en désignant une petite flaque sous la voiture que Jacques n'avait même pas remarquée. « Voyez-vous cette fuite ? Votre liquide de refroidissement fuit. C'est pourquoi il a surchauffé. » Jacques la regarda, puis regarda la flaque d'eau, puis de nouveau la petite fille. Sa confiance en elle était désarmante, ses connaissances incompréhensibles. « Quel âge as-tu » il a demandé. « 9, » répondit Émilie en ouvrant déjà son sac à dos. « J'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider temporairement. Mon oncle Mathieu m'oblige à toujours avoir une trousse d'urgence, » ajoute-t-elle en fouillant dans son sac. Jacques prit un moment pour vraiment la regarder. Elle était petite pour son âge, avec des yeux perçants qui semblaient porter une sagesse bien au-delà de son âge. Ses vêtements étaient propres mais usés, témoignage de moyens modestes. Ses cheveux blond miel étaient attachés en une queue de cheval pratique, et il y avait une tache de terre dessus sans qu'elle s'en rende compte. « Et voilà, » dit-elle fièrement, sortant un petit rouleau de ce qui ressemblait à du ruban adhésif spécial et un paquet de scellants pour système de refroidissement. Cela peut colmater la fuite jusqu'à ce que vous trouviez un vrai garage. Cela ne durera pas éternellement, mais cela devrait vous ramener en ville. Jacques resta sans voix pendant qu'Émilie localisait la fuite dans le tuyau du radiateur et appliquait la réparation provisoire avec des gestes sûrs. Elle a travaillé rapidement et méthodiquement, expliquant chaque étape comme si elle était l'adulte et lui l'enfant à instruire. « Et voilà, » dit-elle finalement en s'essuyant les mains avec une petite serviette de sa trousse. « Attendez environ 10 minutes avant de redémarrer le moteur. »
Vous devrez ajouter un peu d'eau pour remplacer le liquide de refroidissement perdu. Jacques se surprit à suivre ses instructions, remplissant le radiateur de bouteilles d'eau sorties de sa malle pendant qu'Émilie regardait l'opération avec une expression si sérieuse qu'il sourit presque malgré la frustration que lui inspirait la situation. « Je m'appelle Jacques », dit-il en tendant la main un peu maladroitement. « Emily Collins », répondit-elle en le lisant avec une fermeté surprenante. « Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Fox. » Au moment où leurs mains se touchèrent, quelque chose attira l'attention de Jacques. Une lueur rouge profonde sur le doigt d'Émilie. Une vieille bague en rubis, visiblement trop grande pour sa main fine, maintenue en place par un fil enroulé autour de la bague. L'espace d'un instant, Jacques sentit le monde légèrement vaciller. Cette bague, quelque chose qui lui paraissait étrangement familier, réveillait des souvenirs vagues et inaccessibles. « Cette bague est intéressante, dit-il d'une voix soudain rauque. Émilie baissa les yeux, son expression s'adoucissant. « C'était celui de ma mère, dit-elle. Elle a dit que c'était le symbole d'une promesse importante. » Une ombre passa sur son visage. « Elle est décédée l'année dernière. »« Je suis désolé, » répondit machinalement Jacques, mais son esprit s'emballait. Pourquoi cet anneau l'attirait-il comme un courant sous-marin? Pourquoi la regarder serrer sa poitrine apportait-elle un étrange mélange de perte et de reconnaissance? Le moteur démarra doucement lorsqu'ils essayèrent, brisant le moment suspendu. Émilie rayonnait de satisfaction, tandis que Jacques restait distrait, incapable de se débarrasser du sentiment que quelque chose d'important venait de se produire, quelque chose de bien plus profond qu'un simple incident sur le bord de la route. « Laisse-moi te ramener à la maison, » proposa-t-il, lui-même surpris. « C'est le moins que je puisse faire. » Émilie a à peine hésité avant d'accepter. « Merci, Monsieur Fox, ce serait bien. » Alors qu'ils s'éloignaient de la bande d'arrêt d'urgence, ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer que cette rencontre fortuite allait révéler des secrets enfouis depuis 15 ans, ébranler les fondements de leur vie et révéler des vérités que les puissants avaient tout fait pour enterrer. Pendant que Jacques reconduisait Émilie chez elle, il ne cessait de jeter un coup d'œil à la bague de rubis à son doigt. Chaque fois que le soleil de l'après-midi faisait briller ses facettes, des éclairs de souvenirs effleuraient les bords de son esprit. « Cette bague, » dit finalement Jacques, brisant le silence. « C'est vraiment spécial. Où exactement ta mère l'a-t-elle eue? » Émilie tourna distraitement la bague, un geste devenu habituel au fil des mois passés à porter ce trop grand héritage. « Maman ne l'a jamais dit clairement, » a-t-elle répondu. Seulement qu'une personne spéciale le lui avait confié pour le garder en sécurité. Et qu'un jour je comprendrais pourquoi c'était si important. Jacques serra plus fort le volant, ses jointures devenant blanches. « Pourrais-je l'examiner de plus près lorsque nous nous arrêterons ?» demanda-t-il d'une voix étrangement hésitante. Émilie pencha la tête, intriguée par son intérêt mais sans inquiétude. Il y avait quelque chose d'étrangement vulnérable dans la voix de Monsieur Fox, surprenant pour un homme qui ne manquait visiblement de rien. Lorsqu'ils arrivèrent devant le modeste immeuble où habitait Émilie, celle-ci enleva la bague et la tendit à Jacques. Le fil entourant l'anneau s'est légèrement desserré. Le temps semblait s'être figé alors que Jacques tenait la bague dans sa paume. La pierre rouge foncée était sertie de cornes en filigrane finement vieillies. De minuscules vrilles entrelacées de feuilles et de liens formaient, si on les regardait de près, les initiales d'Olivia Renard. Il le murmura à peine audible. « Quoi ?» demanda Émilie. Jacques a fixé la bague sur Basourdi. Il y a exactement 15 ans, cette bague appartenait à une petite fille de la maison des enfants du soleil. Une petite fille prénommée Liliane, dit-il en croisant le regard d'Émilie. J'ai promis que je reviendrais pour elle. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Soleil? C'est un nom que ma mère prononçait parfois dans son sommeil. Elle en faisait des cauchemars. Jacques rendit la bague avec précaution. Ta mère, Sarah Collins, y a travaillé, peut-être comme infirmière, avant de t'adopter. Émilie hocha la tête, confirmant. Je n'avais que 2 ans, donc je ne me souviens de rien. L'esprit de Jacques tourbillonnait d'associations impossibles, le timing, la bague, la coïncidence de leur rencontre. C'était trop. Émilie, je pense. Il fit une pause, ne sachant pas comment continuer. La vie de cet enfant était déjà assez compliquée sans ajouter ces théories folles. Mais je pense qu'il y a peut-être plus dans votre mère que vous ne le pensez. Et peut-être aussi dans la mienne. Avant qu'Émilie n'ait pu répondre, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement, et un homme d'une 40aine d'années sortit précipitamment, le visage soulagé après une inquiétude évidente. « Émilie, où étais-tu ? Tu as 1 heure de retard. »
J'allais appeler. Il s'arrêta en apercevant la luxueuse voiture de Jacques et son costume. Oncle Mathieu, voici Monsieur Fox, expliqua rapidement Émilie. Sa voiture est tombée en panne et je l'ai aidé à la réparer. Il m'a raccompagné chez moi. Mathieu Collins regardait Jacques avec la méfiance de quelqu'un qui a appris à ses dépens à ne pas se fier aux apparences. C'est très gentil de votre part, dit-il enfin d'un ton réservé. Émilie a un vrai don pour les moteurs, répond Jacques en lui tendant la main. Elle est exceptionnelle. Elle m'a sauvé la journée aujourd'hui. En lui serrant la main, il ajouta, j'aimerais aussi vous parler un jour à tous les deux de la mère d'Émilie et de son ancien lieu de travail. Le visage de Mathieu se durcit légèrement. Pourquoi un homme comme vous s'y intéresserait-il, monsieur Renard? Jacques sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste. C'est une longue histoire, mais je pense qu'elle pourrait nous concerner tous. Tandis qu'Émilie et Mathieu regardaient Jacques s'éloigner, la bague ornée d'un rubis semblait s'alourdir au doigt d'Émilie. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle sentait au plus profond d'elle-même que sa vie venait de basculer. Les mains légèrement tremblantes, Jacques inséra sa carte dans l'ascenseur privé de sa tour parisienne. Cette rencontre avec Émilie avait ravivé des souvenirs qu'il avait passé des années à enfouir sous les acquisitions et les chiffres. Alors que l'ascenseur montait jusqu'au 52e étage, Jacques ferma les yeux et se laissa envahir par le passé. Il avait à nouveau 7 ans, debout dans le couloir antiseptique de Fox Manor, écoutant son père adoptif, Richard, dire à sa mère Olivia, ce garçon a besoin de discipline, pas d'indulgence. Il nous remerciera le jour où il dirigera l'entreprise. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur sa pantoufle aux lignes épurées et au luxe soigneusement conçu. Jacques se dirigea vers le bar et se servit un verre, ne remarquant la présence de Victory que lorsqu'elle s'éclaircit la gorge. Vous y êtes enfin, dit-elle, sa voix élégante dans sa robe de créateur. Léandré a appelé 2 fois pour la fusion et le mariage prévu, en attendant la validation des fleurs. Jacques l'entendait à peine, absorbé par la vision de la bague en rubis. Victoire. Vous ai-je déjà parlé du Sun Children's Home? Un sourcil parfaitement dessiné légèrement relevé. Cette association caritative dans laquelle votre mère s'est impliquée il y a des années? Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Jacques ne répondit pas. Il se dirigea vers son bureau, où il gardait une petite boîte en bois cachée derrière ses trophées professionnels. À l'intérieur se trouvait la seule photo qu'il avait de Liliane, un cliché décoloré d'une petite fille aux yeux brillants lui tenant la main dans la cour de l'orphelinat. Il était alors adolescent et lui rendait visite en secret malgré l'interdiction de son père. Je t'avais promis de revenir, a-t-il murmuré à la photo. De l'autre côté de la ville, Émilie était assise à la petite table de la cuisine pendant que son oncle Mathieu préparait un dîner simple. Pourquoi cet homme riche était-il si intéressé par l'ancien lieu de travail de maman? Demanda Mathieu en essayant de paraître décontracté. Émilie a tourné la bague en rubis. Elle reconnut la bague. Il a dit en avoir donné un identique à une fille nommée Liliane du Soleil. Les mains de Mathieu se figèrent. Ta mère n'a jamais beaucoup parlé de cet endroit. Elle a juste dit qu'il avait fermé subitement, et c'est à ce moment-là qu'elle t'a adopté. Émilie attrapa son sac à dos et en sortit un vieux cahier. Après la mort de maman, j'ai retrouvé son journal. Elle parlait du papier à la banque et de la vérité qui devait être révélée. Elle leva les yeux vers son oncle. Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec Monsieur Fox? L'expression de Mathieu s'assombrit. Je ne sais pas, mais les gens riches comme ça ne s'intéressent généralement pas aux gens comme nous sans raison. Il avait l'air triste. Pendant ce temps, Jacques accède au serveur du groupe Renard Développement, à la recherche de toute mention des enfants du Soleil. Ce qu'il a découvert lui a glacé le sang. Les actes d'acquisition de la propriété montrent que son père avait acheté le terrain de l'orphelinat il y a 15 ans, quelques semaines seulement après la dernière visite de Jacques à Liliane. Des documents officiels indiquaient que l'orphelinat avait fermé ses portes en raison de difficultés financières. Mais une note interne a révélé que Richard Renard avait utilisé ses relations politiques pour forcer la fermeture, invoquant des violations du code du bâtiment qui semblaient étonnamment opportunes. Mais ce qui était le plus troublant, c'était une note manuscrite de son père. Tous les fils sont tirés, les transferts effectués. Aucune documentation ne reste. Jacques se laissa retomber, les souvenirs se heurtant à cette nouvelle réalité. Qu'avait fait son père, et pourquoi Emily Collins avait-elle la bague de Liliane? À l'aube à Paris, 2 personnes dans des circonstances très différentes se réveillaient avec les mêmes questions, sans se rendre compte à quel point leur vie était déjà liée. Ni à quel point leur recherche de réponses deviendrait dangereuse. Jacques sortit de la douche,
l'eau chaude ne parvenant pas à apaiser son esprit tourmenté. Sa salle de bain spacieuse brillait de marbre et de chrome, témoignage d'une richesse qui avait toujours semblé plus une cage qu'un privilège. Il essuya le brouillard du miroir, fixant le reflet d'un homme qu'il reconnaissait à peine. La voix de Victory s'éleva de la pièce. « Jacques chéri, Lezon a confirmé pour le dîner de ce soir. Papa veut discuter de l'avancement de l'annonce de la fusion pour coïncider avec notre mariage. » Jacques ferma les yeux. Le mot « mariage » l'a frappé comme un coup physique. Leurs fiançailles ont été annoncées dans le journal de Wall Street et décrites comme une union de redevances immobilières. Peu importe qu'aucun d'eux ne les choisit. Les familles Renard et Huntington avaient orchestré chaque détail jusqu'au diamant Sicara, qui ressemblait plus à un fardeau au doigt de Victory qu'à un symbole d'amour. « Je dois d'abord m'occuper de quelque chose », a crié Jacques depuis la salle de bain, sa voix résonnant dans l'immensité. « Les affaires, un petit détail. »« Toujours les affaires », soupira Victoire, avec une légère pointe de véritable déception dans la voix que Jacques faisait semblant de ne pas entendre. Il a rapidement enfilé un autre costume impeccable et est parti déjeuner, ordonnant à son chauffeur de l'emmener aux archives de l'entreprise. Il y avait une vérité enfouie dans ces documents, et après avoir rencontré Émilie, il ne pouvait plus l'ignorer. De l'autre côté de la ville, dans un appartement exigu du Queens, Émilie s'est réveillée au son de son oncle Mathieu préparant son travail. Le contraste ne pourrait pas être plus saisissant. Alors que le penthouse de Jacques occupait un étage entier avec une vue s'étendant jusqu'à l'horizon, leur appartement de 2 chambres ne contenait que leur modeste vie. Le plafond était marqué de taches d'eau. Les appareils électroménagers étaient obsolètes et les meubles avaient été appréciés bien au-delà de leur jour de gloire. Pourtant, il y avait ici une chaleur que la luxueuse maison de Jacques n'avait pas. Des photos d'Émilie avec Sarah Collins ornaient les murs, le premier jour d'école d'Émilie, ses anniversaires, Noël, des moments de joie ordinaires capturés et préservés. « Bonjour, petit », dit Mathieu en voyant Émilie entrer dans leur petite cuisine. « Les œufs sont sur le manteau. J'ai une double garde aujourd'hui. Madame Perrin d'un accent grave côté viendra vous voir après l'école. » Il s'arrêta, observant son visage. « Tu penses à ce type d'hier? Celui avec la voiture de luxe ?» Émilie hocha distraitement la tête, touchant la bague en rubis. Il savait des choses. « Oncle Matt, à propos de ma mère, d'où je viens. » Le visage de Mathieu s'adoucit. « Ta mère t'aimait plus que tout, Émilie. Rien n'y changera. » « Je sais, » répond Émilie. « Mais ne trouvez-vous pas étrange qu'ils reconnaissent l'anneau, qu'ils connaissent le soleil? » Mathieu soupira et regarda sa montre. « Écoute, après le travail, nous examinerons les affaires de ta mère ensemble. Peut-être que nous avons raté quelque chose. » Il a récupéré sa vieille veste en cuir et ses clés de voiture. « Faites attention aux gens comme Renard. Les riches vivent dans un monde différent du nôtre. » Après son départ, Émilie sort à nouveau le journal de Sarah, relisant des passages qui lui semblaient auparavant critiques mais qui prenaient désormais un nouveau sens. « Je ne pouvais pas la laisser là, pas après ce que j'ai entendu. Certaines promesses valent la peine de prendre tous les risques. Les papiers sont en sécurité maintenant. Quand elle sera en âge de comprendre, elle en aura besoin pour trouver sa voie. » Émilie tourna les pages du journal, s'arrêtant au fond où Sarah avait enfoncé une petite clé. Elle avait toujours pensé que c'était décoratif, mais elle se demandait maintenant si cela pourrait révéler plus que de simples souvenirs. Pendant ce temps, Jacques était assis dans la salle d'archives climatisée du groupe Renard Développement, entouré de cartons d'anciens dossiers. La plupart des cadres auraient délégué cette tâche, mais Jacques ne faisait confiance à personne pour ce qu'il recherchait. Des heures passèrent avant qu'il ne le trouve. Un dossier intitulé « Acquisition du soleil ». À l'intérieur se trouvaient des documents de propriété, des demandes de zonage et une seule photo qui lui a fait battre le cœur, l'orphelinat avant sa démolition, un bâtiment qui apparaissait dans ses rêves depuis 15 ans. En dessous se trouvait une enveloppe scellée, une erreur personnelle. Briser la confiance de son père lui a donné l'impression de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas reprendre, mais Jacques l'a quand même fait. Il en répandit le contenu sur la table, acte de naissance, papier d'adoption et une liste de noms d'enfants avec des notes à côté au potentiel, inadaptés, transférés, cas particulier et là, entouré de rouge, Lilian Sullivan, traitement spécial en vertu de la directive RR. Le téléphone dans sa poche vibra, la victoire lui rappela encore une fois le dîner. Jacques l'ignora, les mains tremblantes tandis qu'il poursuivait sa lecture. Les pièces du puzzle se mettaient en place, formant une image si troublante qu'il avait du mal à la comprendre. Son père, le grand Richard Renard,
avait orchestré bien plus que des transactions immobilières. Il avait déplacé des enfants comme des pièces sur un échiquier, dont une petite fille nommée Liliane, qui avait disparu de tous les registres le jour même où Jacques lui avait offert la bague en rubis. Alors qu'il réalisait, Jacques ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une rage brute et non filtrée. Quel que soit le jeu auquel jouait son père, Emily Collins s'était retrouvée au centre, et lui aussi. Dans deux quartiers très différents de la ville, Jacques et Emily prenaient simultanément la même décision. Ils avaient besoin d'une réponse, quel qu'en soit le prix. Les mondes qui les séparaient depuis si longtemps étaient sur le point d'entrer en collision. La lourde porte en bois de la première banque nationale s'est ouverte le lendemain après-midi à l'entrée d'Emily et Mathieu. Mathieu avait quitté le travail tôt, incapable de se concentrer après leur conversation du matin. « Tu es sûr que c'est ce que ta mère voulait dire » murmura Mathieu en jetant un coup d'œil autour de la salle de marbre, visiblement mal à l'aise. Les banques ne l'avaient jamais bien traité. Émilie secoua la tête, tenant le journal de Sarah dans ses mains. L'entrée dit la vérité. Elle est cachée chez First National, et nous avons cette clé. Cela doit être une boîte de dépôt sécurisée. Au comptoir du service client, un responsable sceptique examinait leurs documents, l'acte de décès de Sarah, les papiers de tutelle de Mathieu et la clé elle-même. C'est très irrégulier, dit la femme en les regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Mais les documents semblent être en règle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils ont été emmenés dans une pièce privée dotée d'un mur en caisson métallique. Lorsque la gérante a inséré sa clé avec son passe-partout, la boîte 1524 s'est ouverte avec un clic satisfaisant. Je vais vous donner de l'intimité, dit-elle, les laissant seuls avec le contenu. Mathieu soulève le couvercle et découvre une enveloppe en papier craft, une petite boîte en bois et une lettre scellée adressée à Emily, écrite de la main de Sarah. À ouvrir lorsque vous retrouverez votre chemin, tremblaient les mains d'Emily en brisant le sceau. En lisant, les larmes lui sont venues aux yeux. Maman le savait, murmura-t-elle. Pendant tout ce temps, elle savait que je n'étais pas celui que je pensais être. La lettre révélait que Sarah avait été infirmière en chef à l'orphelinat Sun. Un soir, elle entend Richard Renard et le réalisateur discuter de dispositions particulières pour une enfant prénommée Liliane. Craignant pour la sécurité de l'enfant, Sarah a emmené la fillette et s'est enfuie, changeant de nom et commençant une nouvelle vie loin de Paris. À l'intérieur de l'enveloppe en papier cartonné se trouvaient manifestement des papiers d'adoption falsifiés et des documents originaux que Sarah avait sortis clandestinement, notamment un acte de naissance de Lilian Renard, née d'Olivia et Richard Renard. C'est impossible, murmura Mathieu. Richard Renard est l'un des hommes les plus riches de Paris. Et vous dites que c'est votre père? Pourquoi abandonnerait-il son propre enfant? Émilie regardait l'acte de naissance, son monde basculant sur son axe. Et Jacques, si ce sont aussi ses parents, alors c'est mon frère. Termina Mathieu, le visage pâle. Ton frère qui a réussi à te retrouver après toutes ces années? La boîte en bois contenait un dernier objet, un extrait du journal intime d'Olivia Renard de son travail caritatif auprès des orphelins, avec une note manuscrite au dos. Elle n'a jamais arrêté de te chercher. Pendant qu'Émilie et Mathieu faisaient leur découverte, Jacques était assis dans son bureau privé de la Tour Renard, regardant son écran d'ordinateur avec incrédulité. Ses enquêteurs avaient envoyé leurs premiers résultats. Les dossiers des employés de Du Soleil montrent que Sarah Collins a démissionné le jour même de la fermeture de l'orphelinat. Sa lettre de démission faisait état de préoccupations éthiques, mais une note dans son dossier la qualifiait de coopérative et potentiellement risquée. Ce qui est encore plus troublant est ce que ces enquêteurs n'ont pas trouvé. Aucune trace de ce qui est arrivé à une enfant nommée Liliane après la fermeture de l'orphelinat, comme si elle avait tout simplement disparu. Son existence effacée de tous les systèmes. Jacques ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en bois presque identique à celle qu'Émilie venait de découvrir. À l'intérieur se trouvait une photo décolorée de sa mère, Olivia, tenant un bébé dans ses bras. Il l'avait trouvée cachée dans sa commode il y a des années mais n'avait jamais compris sa signification. On y voyait l'élégante écriture de sa mère, Lilian et Marnard, née de mon ange parfait. La sonnerie de l'interphone l'a fait sursauter. « Monsieur Fox, votre père est là pour vous voir. » Jacques remit rapidement la photo à sa place cachée. « Amenez-le. » Richard Renard est entré dans le bureau avec la confiance d'un homme propriétaire de l'immeuble, ce qu'il a techniquement fait. À son âge, il restait imposant, ses cheveux argentés et son costume sur mesure projetant puissance et autorité. « Jacques, dit-il en s'installant dans un fauteuil sans attendre une invitation. Victoire me dit que vous êtes distrait.
Quelque chose à propos d'anciennes acquisitions immobilières? Le cœur de Jacques se serra. Comment Victoire l'a-t-elle su? Il garda son visage soigneusement neutre. Je ne fais que revenir sur notre histoire. Le projet Place du Soleil me fait réfléchir à ce qu'il y avait avant. Les yeux de Richard se plissèrent légèrement. L'histoire ancienne n'est pas une perte de temps. L'avenir du développement de Renard est ce qui compte maintenant. Votre avenir avec Victoire pour sécuriser notre patrimoine. Le mot « héritage » flottait dans l'air entre eux. Cela prend un nouveau sens pour Jacques. Il pensa à Émilie, ou Lilian, et à la bague qui avait survécu à 15 ans de secret. Bien sûr, père, répondit calmement Jacques. Quelques détails qui devaient être réglés. Richard se leva et redressa sa veste. Il vaut mieux laisser certaines choses enterrées, mon fils. Concentrez-vous sur ce qui compte. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh. Et Jacques, reste loin du Queens. Rien de bon ne vient jamais de ce quartier. Lorsque la porte se referma derrière Richard, Jacques resta figé. Son père était au courant pour Émilie, pour sa visite, pour tout. Le jeu était plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé et Richard Renard avait toujours joué pour gagner. Mais pour la première fois de sa vie, Jacques jouerait aussi pour gagner. Il n'est pas rentré chez lui cette nuit-là. Au lieu de cela, il s'est rendu dans un hôtel discret du centre-ville, a payé une chambre en espèces et a passé 3 appels. Un à un détective privé qu'il respectait, un à son avocat personnel et un à l'appartement d'Émilie. Lorsque Mathieu répondit, Jacques parla rapidement. « Je dois vous rencontrer, vous et Émilie, pas chez vous, dans un endroit public, mais privé. Il s'agit de ce que vous avez trouvé aujourd'hui. » « Comment sais-tu que nous avons trouvé quelque chose ?» demanda Mathieu, la suspicion évidente dans sa voix. « Parce que j'ai trouvé quelque chose aussi, répondit Jacques. Et je pense que nous sommes tous en danger. » 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent à un dîner tranquille à Brooklyn. Émilie tenait un petit sac à dos contenant les documents de Sarah, les yeux écarquillés, remplis de questions, tandis que Jacques se glissait dans le coin en face d'eux. « Je pense que tu es mon frère, dit immédiatement Émilie, sans aucun salut préalable. Jacques tourna lentement la tête. « Je pense que Richard Renard, notre père, t'a caché pendant 15 ans. La question est pourquoi. » Mathieu a placé un bras protecteur autour des épaules d'Émilie. La lettre de Sarah parlait de dispositions spéciales pour Liliane, pour Émilie. « Tu sais ce que ça veut dire ?» L'expression de Jacques devint plus sombre. « Mon père ne fait rien sans raison. Les enfants de Du Soleil n'ont pas été seulement adoptés, ils ont été sélectionnés. »« Pourquoi faire ça ?» demanda Mathieu. « Je ne sais pas encore, » répondit Jacques. Mais la fermeture de l'orphelinat coïncide avec autre chose. La restructuration de Renard Développement en société cotée en bourse. Mon père avait besoin de capitaux importants pour son expansion. Émilie se pencha en avant. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Dans le monde des affaires et de l'héritage, les lignées comptent, a expliqué Jacques, surtout pour quelqu'un d'aussi obsédé par son héritage que Richard Renard. L'illumination traversa le visage de Mathieu. Assurance. Il vous a gardé comme assurance. Jacques secoua la tête. Ou un levier, ou... Il hésita. L'horreur totale de ma supposition est encore trop terrible pour être formulée. Émilie a sorti la lettre de Sarah. Maman a écrit qu'elle avait entendu Richard dire que je devais me préparer pour ma mission, que quelque chose devait se produire le jour de mon 18e anniversaire. Jacques regarda sa montre. C'est dans moins de 9 ans. Nous devons savoir ce qu'il prévoyait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda Mathieu. Il nous faut des preuves concrètes qui résistent à l'armée d'avocats que mon père emploie. Demain, je rencontre ma mère, Olivia. Elle doit savoir quelque chose. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Ma mère biologique. Puis-je venir? Jacques secoua la tête. Trop dangereux. Richard a des gens qui la surveillent tout le temps. Mais je vais lui parler de toi. Il hésita, puis ajouta doucement, elle n'a jamais cessé de chercher Émilie. Un jour, j'ai trouvé une boîte entière de rapports de détectives privés dans son placard. Émilie retient ses larmes. Pendant tout ce temps, je pensais? Une serveuse s'approcha, interrompant le moment. Alors qu'elle prépare le café pour les adultes et le chocolat chaud pour Émilie, Jacques remarque une berline noire qui ralentit devant la fenêtre du restaurant. Nous devons y aller, dit-il brusquement.
Alors qu'il se précipitait à travers la cuisine et dans la ruelle derrière, Mathieu attrapa le bras de Jacques. « Fox, dans quoi nous as-tu mis » Les yeux de Jacques étaient durs lorsqu'il observait Émilie monter dans le vieux camion de Mathieu. « La vérité, a-t-il déclaré, et mon père ferait tout pour que cette affaire fasse l'objet d'une enquête. » Il y eut une longue pause avant que Mathieu ne parle. « Tu es en train de me dire qu'il pourrait y avoir une autre fille là-bas, un autre enfant qui l'a caché ? Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'accéder au coffre-fort privé de mon père ce soir. Émilie peut-elle rester dans un endroit sûr ? Ma cousine du New Jersey, je vais l'emmener maintenant. » Mathieu hésita. Renard, mon ami de service, Daniel, le frère de Sarah, est mort il y a 10 ans en enquêtant sur le soleil. On a qualifié ça d'accident de voiture. J'ai toujours trouvé ça suspect, mais Sarah m'a supplié de laisser tomber pour le bien d'Émilie. Le sang de Jacques se glaça. Daniel Collins. J'ai vu son nom dans un rapport de sécurité que mon père tient sur ses ennemis. Richard suit sa famille depuis des années. C'est plus grand qu'Émilie, n'est-ce pas ? Mathieu a demandé de sa voix grave. Je pense que mon père manipule des vies depuis des décennies, a confirmé Jacques. Et je pense qu'Émilie n'est que la pointe de l'iceberg. Ce soir-là, Richard Renard assiste à un gala de charité, donnant ainsi sa chance à Jacques. À l'aide de sa carte d'accès de direction, il entra dans le bureau privé de son père. Après les heures de bureau, le coffre-fort était caché derrière un tableau, un portrait de famille où Richard se tenait fièrement aux côtés de Jacques et Olivia, sa main possessive posée sur l'épaule de Jacques. La combinaison a nécessité 3 tentatives. La date de naissance de Richard et Shoah, ainsi que la date de création de l'entreprise. Sur une intuition, Jacques a tenté le jour où il a été officiellement adopté par la famille Renard. La serrure s'est déverrouillée. À l'intérieur, des piles de documents étaient organisées en dossiers minutieux. Jacques a tout photographié avec son téléphone, travaillant rapidement sur des dossiers intitulés « Adoption spéciale »,« Recherche génétique » et « Actifs de contingence ». Ce qu'il a découvert lui a donné des hauts le cœur. Richard avait orchestré des dizaines d'adoptions dans divers orphelinats, sélectionnant des enfants présentant des caractéristiques spécifiques et un potentiel particulier. Le plus inquiétant était un dossier intitulé « Twin Study », contenant des recherches sur des jumeaux identiques élevés séparément, testant les limites de l'influence génétique par rapport à l'influence environnementale. Un dossier intitulé « Succession Renard » contenait les preuves les plus accablantes, des plans détaillés pour l'avenir d'Émilie, y compris les préparatifs pour son intégration dans l'entreprise au cas où Jacques deviendrait un fardeau. Il y avait des programmes pour son éducation, son conditionnement psychologique et même des procédures médicales prévues pour son adolescence. Au-dessous de tout cela, un dernier dossier intitulé « Emma » ne contenait qu'un acte de décès et une seule photographie d'un nourrisson. Dans Aquarius, écrit de la main précise de Richard, se trouvait un échantillon de tissu cryogénique conservé stocké à Renard Medical Research. Code d'accès, 7729. Le téléphone de Jacques vibre avec un message de Mathieu, un homme en berline noire surveille l'appartement. Nous sommes sortis par l'arrière. Nous sommes en sécurité maintenant. Et vous ? Alors que Jacques commençait à répondre, la lumière du bureau s'est soudainement allumée. Il leva les yeux et trouva Victoire dans l'embrasure de la porte, sa robe du soir suggérant qu'elle revenait directement du gala. « Je savais que tu cachais quelque chose, dit-elle froidement. « Qu'est-ce que tu fais exactement, Jacques ?» Il glissa son téléphone dans sa poche. « Tu ne comprendrais pas. » Elle s'approcha lentement, observant le coffre ouvert et les dossiers éparpillés. « Et c'est moi, parce qu'en ce moment, je suis ta seule option. Votre père a envoyé son équipe de sécurité vous chercher il y a 10 minutes. » Jacques fouilla son visage, à la recherche d'une trace de tromperie. Victoire faisait partie de sa vie depuis des années. Leur fiançailles était un arrangement commercial qu'aucun d'eux n'avait choisi, mais il n'avait jamais vraiment su où se trouvait sa loyauté. « Pourquoi m'aiderais-tu » il a demandé. Le masque parfait de la Victoire se fissure légèrement. « Parce que j'ai vu ce que Richard fait aux gens qui se mettent en travers de son chemin, et parce que j'en ai marre d'être un atout de plus dans le portefeuille du renard. » Elle jeta un coup d'œil à sa bague de fiançailles en diamant. « Nous étions tous les deux des pions, Jacques. Je viens juste de m'en rendre compte. » Des voix et des pas se faisaient entendre dans le couloir. Jacques n'a eu que quelques secondes pour se décider. « Mon père manipule la vie des enfants, y compris celle de mes sœurs. Ma sœur fait des jumeaux. Il expérimente des recherches génétiques sur les familles de ses parents. Cela va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.
Victoire partit avec un signe de tête décisif. Prends l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol. Je leur dirai que je t'ai vu monter sur le toit. Elle a enlevé ses talons. Allez maintenant. Alors que Jacques parcourait le couloir de service, dossier sous le bras et téléphone à la main, il se rendit compte que les lignes de bataille se dessinaient. Richard Renard avait passé des décennies à bâtir son empire sur le secret et la manipulation. Mais voilà qu'une alliance improbable était en train de se former pour faire tomber cet empire. Un mécanicien sans abri, un enfant orphelin, un mondain réticent et le fils qui avait enfin découvert la vérité. La question était de savoir s'il pourrait survivre assez longtemps pour le révéler. Jacques retrouve Mathieu et Émilie lors d'un dîner tardif dans le New Jersey, le visage marqué par sa fuite de justesse. Le banc en vinyle craqua lorsqu'il se glissa à l'intérieur, posant une clé USB sur la table. « Tout ce que j'ai trouvé dans la malle de mon père, expliqua-t-il à voix basse, y compris ça. » Il glissa une photo sur la table, l'image du bébé. Émilie le regardait, ses petits doigts traçant le visage du nourrisson. « Ma jumelle, murmura-t-elle. Maman ne me l'a jamais dit. » Peut-être qu'elle ne le savait pas, dit doucement Mathieu. Sarah t'a emmené et s'est enfuie. Elle n'aurait pas eu le temps d'enquêter. Sa tête secoua. D'après ce que j'ai découvert, Richard vous a séparés immédiatement après la naissance, a dit à Olivia qu'Emma qu'elle était morte tout en vous plaçant secrètement, Lilian, au soleil où il pourrait surveiller votre développement. Mais pourquoi, demanda Émilie. La question qui hante tout le monde. Jacques hésita en jetant un coup d'œil à Mathieu. Que devrait savoir une enfant de 9 ans sur les ténèbres qui ont façonné sa vie? Mathieu a compris le regard. Pourquoi n'irais-tu pas choisir une chanson sur le jukebox? Une fois Émilie hors de portée de voix, Jacques parla rapidement. Richard menait une sorte d'expérience tordue. Les dossiers mentionnent du matériel génétique identique élevé dans des environnements contrôlés et variables. Il y a des évaluations psychologiques, des tests d'intelligence et même des procédures médicales prévues pour ces années d'adolescence. Quel genre de malade? Mathieu s'arrêta. Et Emma, l'autre jumelle? Émilie était revenue, se laissant glisser sur le siège. La voix de Jacques devint encore plus basse. Le certificat de décès semble légitime, mais il y a une référence à des échantillons de tissus conservés. Je pense que Richard a peut-être prélevé du matériel génétique du jumeau décédé pour une sorte de recherche. Il existe des liens avec une clinique médicale appartenant aux filiales de Renard. Il faut aller voir la police, a insisté Mathieu. Avec quel document ai-je volé? Jacques secoua la tête. Contre l'un des hommes les plus puissants de Paris. Nous avons besoin de preuves irréfutables et de témoins disposés à témoigner. L'ancienne directrice de la Maison des Enfants du Soleil sait peut-être quelque chose. Docteur Margaret Eve. Mathieu, qui est celui de Sarah, en a parlé. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé à Boston après la fermeture de l'orphelinat. Émilie revint en se glissant sur le siège. Saviez-vous que la bague en rubis a un secret? Demanda-t-elle en tournant la bague jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, révélant un petit compartiment dans la monture. À l'intérieur se trouvait un microfilm, plus petit qu'un ongle. Les deux hommes regardaient la scène, stupéfaits, tandis que Jacques l'extrayait soigneusement. « Je dois trouver un moyen de lire ceci », a-t-il déclaré. Cela pourrait être la clé de tout. Quelques heures plus tard, dans un magasin de photocopie ouvert 24 heures sur 24, ils se sont blottis autour d'un lecteur de microfiches pendant que le court-métrage révélait ses secrets. Un relevé de paiement, une date et un nom de code, le tout lié à quelque chose appelé Projet Génie. Ce qui était le plus choquant, c'était la signature au bas de chaque autorisation. Richard Renard est un livre de pot de vin, comprit Jacques. Des paiements aux fonctionnaires qui ont détourné le regard lorsque Richard a acquis des terres enfermant des orphelinats. Des paiements aux médecins qui ont falsifié les actes de décès, voire même des paiements pour supprimer des enquêtes. Mathieu montra une entrée. Des Collins a neutralisé 50 000 €. Mon Dieu! Jacques a tout gâché. Il a payé pour faire tuer le frère de Sarah. Émilie, qui était restée silencieuse jusque-là, parla soudain. Il y a un nom qui revient sans cesse. Qui est Victoire? Un Tinton. Le sang de Jacques se glaça. Ma fiancée, et d'après cela, elle a rapporté mes activités à mon père pendant des années. À l'aube, 3 personnes liées par des secrets et des mensonges ont formé un nouveau plan, un plan qui les libérerait tous ou tout détruirait dans le processus. La cérémonie d'inauguration de la Place du Soleil a été largement relayée dans tous les quartiers économiques de Paris.
des publicités en pleine page annonçaient que le groupe Renard Développement redynamisait une propriété historique, que la soirée de gala de charité aurait lieu et que la cérémonie débuterait samedi à 19 h. Jacques regarda l'annonce en déjeunant dans leur nouveau refuge, une petite cabane sur la propriété du cousin de Mathieu aux Catskills. Depuis 3 jours, ils ont élaboré des stratégies, collecté des preuves et pris contact avec d'éventuels alliés. C'est parfait, dit Jacques en encerclant la date. Tous les grands médias seront là. Mon père a invité des fonctionnaires de la ville et des chefs d'entreprise à rencontrer le gouverneur. Émilie leva les yeux de son carnet où elle organisait leur découverte. Vous voulez l'exposer publiquement lors de son propre événement? Demanda Mathieu en fronçant les sourcils. C'est risqué, la sécurité va être renforcée. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide, répondit Jacques en affichant un plan de la pièce dessinée à la main. J'ai contacté le docteur Iversel. Elle est prête à témoigner de ce qui s'est passé au soleil. Enfant choisi pour un placement spécial, dossier disparu. Peut-on lui faire confiance? Demanda Mathieu. Elle dirigeait cet endroit. Elle était un autre pion, a répondu Jacques. Richard a menacé de révoquer sa licence médicale si elle ne coopérait pas. Elle vit dans la culpabilité depuis 15 ans. Émilie montra le microfilm. Et Victoire, elle t'espionne depuis tout ce temps. L'expression de Jacques devint plus tendue. En fait, je n'en suis plus si sûr. Il sortit son téléphone et leur montra un message. J'ai trouvé quelque chose dans l'email privé de Richard. Vous rencontrer n'était pas un hasard. Il a causé une panne de voiture près de l'école d'Émilie. Il la surveille depuis des années. Faites attention. V. Tu penses qu'elle change de camp? Mathieu a demandé avec scepticisme. Je pense qu'elle est aussi victime de la manipulation de mon père, tout comme Noob, a répondu Jacques, et elle a l'accès dont nous avons besoin. Le plan qu'ils avaient formulé était audacieux. Victoire veillerait à ce que Jacques soit ajouté à la liste des orateurs pour la cérémonie. Une annonce surprise de ses fiançailles et de son futur rôle de PDG. Mathieu, se faisant passer pour un membre du personnel de l'événement, s'occuperait de leurs besoins techniques. Le docteur Hiver arriverait avec des documents sur le fonctionnement de l'orphelinat de Richard et Émilie. Leur âme secrète resterait cachée jusqu'au moment parfait. Et ma sœur Emma, demanda doucement Émilie. Jacques hésita. J'ai localisé l'endroit où sont stockés les échantillons génétiques. Après la cérémonie, une fois Richard exposé, nous aurons l'autorité légale pour enquêter de manière approfondie. Alors que le crépuscule approchait la veille de la cérémonie, ils effectuèrent leurs derniers préparatifs. Des téléphones jetables ont été distribués, des plans de secours établis et des preuves sécurisées à plusieurs endroits. S'il m'arrive quelque chose, dit Jacques à Mathieu, assure-toi qu'Émilie rejoigne Olivia. Elle séjourne à l'hôtel Plaza sous son nom de jeune fille, Wilson. Mathieu baissa la tête d'un air sérieux. Et si quelque chose arrive à Émilie ou à moi, vous réduisez en cendres l'Empire Fox. Émilie, qui était restée étrangement silencieuse, parla soudain. Quoi qu'il arrive demain, ce sera ensemble juste après que tout soit fini. Les deux hommes échangèrent un regard. Le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire pesait lourdement entre eux. Ils allaient défier l'un des hommes les plus puissants de Paris. Un homme qui avait orchestré des meurtres, manipulé des vies et caché des secrets pendant des décennies. Oui, promit Jacques en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. Quand tout sera fini, plus de secrets, plus de cachettes. Nous serons une vraie famille. Alors qu'ils se rassemblaient autour de leur dernière photo, aucun d'eux n'a remarqué la berline noire qui passait lentement devant l'allée de la cabine, ni l'objectif de la caméra capturant leur silhouette à travers la fenêtre. La grande salle de bal de l'hôtel de la Place scintillait sous les lumières de l'élite parisienne. Les lustres en cristal projettent une lueur dorée sur les tables ornées de centres de table composés de roses blanches et d'accents dorés. Une immense banderole tendue sur la scène. La place du Soleil illumine le futur de Paris. Jacques ajusta son papillon devant le miroir de la salle de bain. Victoire à ses côtés retouchait son maquillage. La sécurité contrôle tout le monde à l'entrée, murmure-t-elle. Richard a ajouté des gardes après ce message que je vous ai envoyé. Est-ce que Mathieu est en place? Demanda Jacques. Victoire secoua la tête. Entrée des services comme prévu. Le docteur Hiver est arrivé il y a 10 minutes. Elle est à la table 7 et Émilie avec ta mère dans la suite de l'hôtel en attendant le signal. Victoire hésita. Jacques, Richard semble différent ce soir, plus agité que je ne l'ai jamais vu. Le téléphone de Jacques vibrait avec un message de Mathieu.
Il y a un problème. La sécurité nécessite des contrôles d'identité secondaires. Plan B. Avant que Jacques puisse répondre, la porte de la salle de bain s'ouvrit. 2 gardes de sécurité se tenaient là, les clouant sur place. Monsieur Fox, votre père demande immédiatement votre présence dans les coulisses. Jacques échangea un regard avec Victoire. Ce n'était pas dans le plan. En coulisses, Richard Renard était debout, révisant des fiches impeccables dans son fumoir. Lorsqu'il aperçut Jacques, il congédia d'un geste son assistant. « Fils, dit-il d'une voix étrangement calme. Je pensais que nous pourrions avoir une petite conversation privée avant la fête. » Il tendit à Jacques un verre de scotch. Vers un nouveau départ. Jacques ne buvait pas. « De quoi s'agit-il, père ?» Le sourire de Richard n'atteignit pas ses yeux. « Tu sais, quand je t'ai adopté, les gens disaient que j'étais faux. Pourquoi ne pas avoir un enfant biologique? Pourquoi élever le fils de quelqu'un d'autre? » Il contourna Jacques lentement. « Mais j'ai vu du potentiel en toi. Avec la bonne forme, la bonne pression, tu pourrais devenir exactement ce dont j'avais besoin. » Un successeur, dit Jacques d'un ton plat. Une extension, corrigea Richard, de ma vision, de mon héritage. Il posa son propre verre intact. Alors imaginez ma déception lorsque mon fils commence à se faufiler, à rencontrer des orphelins et des infirmières en disgrâce, à déterrer de vieux dossiers. Je sais tout, dit Jacques. Sa voix était ferme malgré son cœur battant. À propos de Lilian et Emma, à propos de ce que tu as fait. Richard haussa les épaules. Ce que j'ai fait, c'est protéger mes intérêts. Les affaires ont besoin de plans de secours. C'étaient des enfants, vos propres filles. C'étaient des atouts, répondit froidement Richard. Comme toi, comme ce charmant petit mécanicien avec qui tu te caches. Jacques sentit de la glace dans ses veines. Si tu touchais Émilie. Émilie? Richard rit. Ah, tu veux dire Liliane? Non, elle est en sécurité pour l'instant. Il jeta un coup d'œil à sa montre. La cérémonie commence dans 5 minutes. Tu as le choix, Jacques. Soyez à mes côtés comme prévu. Annoncez votre engagement envers Victoire. Acceptez votre rôle d'héritier de Fox Développement, ou regardez tout ce que vous avez construit s'effondrer. C'est toi qui vas tomber, répondit Jacques en se dirigeant vers la porte. Les mots suivants de Richard l'arrêtèrent. Est-ce que ta mère t'a déjà dit pourquoi j'avais choisi de t'adopter spécifiquement parmi tous les orphelins disponibles? Jacques se tourna lentement. De quoi parles-tu? Le sourire de Richard était figé. Suivez votre petit plan d'exposition ce soir et vous découvrirez exactement à quel point les secrets de la famille Renard sont profonds. Même ceux que vous ne savez pas garder. La voix du MC résonnait dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le visionnaire derrière la place du Soleil, Monsieur Richard Renard. Les applaudissements ont rempli la salle de bal alors que Richard Renard montait sur scène, sa présence imposante attirant tous les regards. Jacques se glisse discrètement dans la foule, cherchant frénétiquement la victoire. Il la trouva près de l'entrée de service, le visage tendu. Richard murmura, « Jacques. » Il a menacé Émilie, a expliqué Victoire en lui glissant une petite clé USB dans la main. Nous n'avons rien à perdre. J'ai téléchargé ses courriels privés, ses communications avec des médecins concernant les tests génétiques et les rapports de surveillance d'Émilie. Tout est là. Le son de la voix de Richard remplit la pièce. Je suis fier d'annoncer Place du Soleil, un projet révolutionnaire qui revitalisera ce quartier historique. Jacques aperçut le docteur Hiver à sa table. Leurs yeux se rencontrèrent avec un léger hochement de tête. Mathieu s'était positionné près des commandes audiovisuelles, vêtu d'un uniforme de restauration. Tout était en place malgré les avertissements de Richard. Et maintenant, a poursuivi Richard, j'aimerais inviter mon fils, Jacques Renard, à se joindre à moi pour annoncer un nouveau chapitre passionnant pour notre famille et notre entreprise. Les projecteurs se sont braqués sur Jacques. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, le temps semblait ralentir. Des années de manipulation, de mensonges et de vérités cachées avaient conduit à ce moment. Quel que soit le secret que Richard détenait sur lui, il ne pouvait pas être pire que la vérité qu'ils avaient déjà découverte. « Merci, mon père, » dit Jacques en prenant le micro. Sa voix restait calme malgré son cœur battant. Avant de parler de la place du Soleil, a commencé Jacques, j'aimerais partager quelque chose sur l'histoire de cette propriété. Le sourire de Richard se resserra presque imperceptiblement. Il y a 15 ans, à Jacques,
un orphelinat appelé du Soleil Childrenon était implanté sur ce site. Il a été fermé subitement. Les enfants ont été dispersés, et toutes les traces de son existence ont été presque effacées. Des murmures se répandirent dans la foule. L'un des écrans vidéo derrière a clignoté pendant que Mathieu téléchargeait les preuves qu'ils avaient recueillies. J'ai récemment découvert pourquoi, a expliqué Jacques. L'orphelinat faisait partie d'une opération de plusieurs décennies visant à manipuler la vie des enfants à des fins personnelles, d'avantages commerciaux et d'expériences troublantes. Richard s'avança et attrapa le micro. Mon fils est clairement malade. J'en ai la preuve, interrompit Jacques en désignant les écrans qui affichaient désormais les documents du coffre-fort de Richard. Ces dossiers montrent comment Richard Renard a séparé des jumelles à la naissance, déclarant l'une morte tout en surveillant secrètement l'autre. Des soupirs d'étonnement résonnèrent dans la pièce. Les journalistes se mirent frénétiquement à prendre des notes. Au fond de la salle, un tumulte éclate lorsqu'Olivia Renard fait entrer Émilie à ses côtés, toutes deux portant des bagues de rubis identiques. J'aimerais vous présenter Emily Collins, annonce Jacques. Nilian Renard, fille d'Olivia et Richard Renard, est ma sœur. Richard sauta au micro. Sécurité, coupez la vidéo. Trop tard, Richard. Une voix s'éleva de la foule. Sarah Collins se tenait là, paume déterminée, soutenue par Mathieu. Je ne suis pas mort dans cet accident de voiture. Vos hommes ont échoué. La pièce est entrée dans le chaos. Les caméras clignotaient alors qu'Émilie courait vers Jacques tandis que les agents de sécurité regardaient Richard, indécis sur les ordres à suivre. J'ai sauvé Liliane quand j'ai entendu vos projets pour elle, a poursuivi Sarah en s'adressant directement à Richard. Vous aviez prévu de l'élever séparément pour remplacer Jacques s'il vous décevait, en l'utilisant dans vos recherches génétiques tordues. Olivia s'avança, sa voix coupant le bruit. C'est vrai. Richard m'a dit que notre deuxième fille est morte à la naissance. Il est avec moi depuis 15 ans. Le visage de Richard se tordit de fureur. Vous ne savez rien. Tout ce que j'ai fait était pour cette famille, pour notre héritage. Il se tourna vers Jacques. Pensez-vous que vous avez gagné? Vous avez tout détruit, vous-même compris. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je vous ai choisi pour adopter? Regarde-toi, Jacques. Regarde ta mère. La ressemblance n'est pas une coïncidence. Alors que la vérité se lisait sur le visage de Jacques, le rire de Richard retentit vide. C'est ça. Olivia n'était pas seulement ma femme. Si elle était ta tante biologique, ta vraie mère était sa sœur, ce qui fait de toi un renard de sang dès le départ. Un autre élément de mon grand projet. La salle de bal tomba dans un silence complet après la révélation de Richard. Les journalistes étaient figés, leurs appareils photos toujours allumés, capturant un moment de choc collectif. Jacques vacilla légèrement, sa main se posant sur l'épaule d'Émilie pour l'appuyer alors que les implications de cette révélation lui tombaient dessus. Tu veux dire que je le suis? Jacques commença. Un renard de sang, termina Richard, un sourire tordu sur le visage. La nièce d'Olivia, sa sœur Margaret, est décédée pendant l'accouchement. Vous étiez la candidate idéale pour mes plans. Du sang de notre sang mais élevé sous mon contrôle total. Olivia s'approcha de Jacques, les larmes coulant sur son visage. Je ne le savais pas depuis des années, Jacques. Quand j'ai découvert la vérité sur ta mère, ma sœur, Richard a menacé de t'envoyer ailleurs si je te disais quelque chose. Le docteur Winters s'avança parmi la foule. Je peux le confirmer. Renard Développement n'a pas simplement acquis des orphelinats. Ils ont créé des situations pour créer des orphelins quand cela était nécessaire. La mort de Margaret Wilson n'était pas un accident. Un journaliste a crié « Accusez-vous Richard Renard de meurtre ?» Avant que Richard ne puisse répondre, les portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée. Des agents du FBI ont pris d'assaut la salle, menés par une femme au visage sévère qui s'est avancée vers la scène. Richard Renard, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, falsification de documents, corruption d'agents publics et association de malfaiteurs. Le visage de Richard perdit toute couleur lorsque deux officiers prirent position de chaque côté de lui. Vous n'avez rien contre moi, protesta Richard. Aucune preuve qui tiendra devant un tribunal. Victoire s'avança, sa robe de créateur en contradiction avec son expression déterminée. Ils ont tout, Richard. Pendant que tu te concentrais sur Jacques, j'ai coopéré avec le FBI pendant des mois. Les comptes offshore de Renard Développement, les pots de vin des fonctionnaires, les actes de décès falsifiés, dont celui d'Emma Renard.
Émilie poussa un cri. Ma sœur jumelle. L'expression de Victoire s'adoucit en regardant l'enfant. Emma n'est pas morte à la naissance. Elle a été adoptée par la famille Huntington. Ma famille. Je l'ai découvert il y a seulement un an lorsque mon père m'a révélé la vérité sur son lit de mort. La révélation s'est répandue parmi la foule stupéfaite. Les photographes ont capturé le visage de Richard alors que la prise de conscience se faisait sentir. Votre fille, confirma en Marena, celle que vous pensiez pouvoir contrôler grâce à mes fiançailles avec Jacques. Un autre pion dans votre jeu tordu. Alors que les policiers emmenaient Richard, les journalistes se sont précipités à l'intérieur en criant des questions. La salle de bal a sombré dans le chaos. Les équipes de tournage se sont dépêchées de capturer chaque instant de l'effondrement spectaculaire de l'Empire Fox. Dehors, des journaux étaient garés dans la rue. Le matin venu, les gros titres inonderaient le pays, l'empire immobilier Renard bâti sur la fraude et les secrets de famille. Les marchés s'ouvriraient sur une chute libre des actions du groupe Renard Développement. Les partenaires prendraient leur distance. Les contrats seraient annulés et des décennies de relations commerciales se dissoudraient du jour au lendemain. Les journées se sont écoulées dans un tourbillon d'interrogatoires de police, de déclarations juridiques et de frénésie médiatique. Jacques, Olivia, Émilie et Victoire se retranchent dans une propriété isolée en pleine campagne, protégée de la presse par des agents de sécurité que Mathieu a personnellement contrôlés. Une semaine après le gala, ils se sont réunis dans le salon alors que la nouvelle d'enquête supplémentaire tombait. Le conseil d'administration de Renard Développement avait voté à l'unanimité le retrait du nom de Richard de la société. Les projets ont été arrêtés, notamment Place du Soleil. Le FBI avait élargi son enquête pour inclure Renard Medical Research, où des preuves inquiétantes d'expérimentation génétique avaient été découvertes. Que va-t-il se passer maintenant? André se blottit contre Olivia sur le canapé. La semaine dernière avait forgé des liens provisoires entre la mère et la fille, renforcés par un traumatisme partagé et une guérison commune. Jacques regardait par la fenêtre le paysage paisible de la campagne, si différent de la silhouette de Manhattan qui avait défini sa vie. La société sera restructurée sous contrôle judiciaire. La plupart des actifs seront probablement liquidés pour payer les restitutions, a déclaré Jacques. Et Richard, demanda-t-il à Mathieu depuis sa position près de la porte, toujours instinctivement sur ses gardes pour protéger tout le monde. Oui, répondit Jacques. Trop de personnes influentes prennent leur distance, offrant des preuves en échange de l'immunité. Les membres de son propre conseil témoignent contre lui. Sarah, qui les regardait silencieusement depuis un fauteuil, parla. Et toi, Jacques? Que vas-tu faire maintenant que tout le monde connaît la vérité sur ta naissance? C'était la question que Jacques se posait depuis cette nuit. Son identité, son passé, son avenir, tout avait été construit sur les mensonges de Richard. Je ne sais pas encore, dit Jacques, mais pour la première fois de ma vie, c'est moi qui décide. Nous décidons tous. À la tombée de la nuit, l'improbable famille se retrouva réunie, liée non pas par les manipulations de Richard, mais par leur désir commun de reprendre leur vie hors de sa portée. L'empire qu'il avait bâti pendant des décennies grâce au contrôle et à la tromperie s'était effondré en une seule nuit. Mais des décombres de cet empire, quelque chose de plus précieux a commencé à émerger, la vérité, la liberté et la possibilité d'une véritable connexion. Les bagues en rubis portées par Émilie et Victoire, symboles des projets tordus de Richard, représentent désormais quelque chose de différent, une famille qui se retrouve contre vent et marée. Les mois passaient comme le changement des saisons. Le scandale Fox n'a plus fait la une des journaux, mais il continue de faire des vagues dans les milieux économiques et juridiques. Richard est resté en détention en attendant son procès. Son empire fut démantelé morceau par morceau sous contrôle judiciaire. Par une fraîche matinée d'automne, Jacques se tenait devant la propriété clôturée où se trouvait autrefois l'orphelinat Children's Son. Les engins de chantier étaient à l'arrêt. Le projet Place du Soleil avait été définitivement arrêté. Une pancarte à vendre flottait doucement dans la brise. Le logo de développement Fox était visiblement absent. Penny, à quoi penses-tu? Demanda Mathieu en rejoignant Jacques près de la barrière. Jacques sourit. Je pensais à la notion de but. Comment tout ici a été construit sur le contrôle et la manipulation. Je veux créer quelque chose de différent. Vous en avez maintenant l'occasion, a répondu Mathieu. L'accord vous donnait des ressources même après le paiement des restitutions. Les conséquences juridiques étaient complexes. Bien que Jacques ne porte aucune responsabilité dans les crimes de Richard,
il avait volontairement renoncé à la majeure partie de son héritage Renard pour créer un fonds d'indemnisation des victimes. Cependant, le tribunal lui avait accordé le contrôle de plusieurs actifs intacts, de quoi repartir à zéro sans l'ombre de la fortune de son père. J'ai parlé avec le conseil municipal, a déclaré Jacques. Ils sont ouverts à la possibilité de rezonner cette propriété pour un usage communautaire plutôt que pour un commerce de luxe, à condition qu'ils aient la bonne proposition. Mathieu pencha la tête, comprenant qu'il éclairait son visage. Un centre communautaire, peut-être? Avec un programme de formation pour les jeunes sortant de l'aide sociale? Exactement, répondit Jacques. Compétences techniques, mentorat, services d'accompagnement. Jacques se tourna vers son ami. J'aurais besoin de quelqu'un qui s'y connaît en moteur pour diriger le programme automobile. Mathieu éclata de rire. Est-ce que tu me proposes un travail, Renard? Collins, corrigea Jacques. J'ai légalement changé de nom la semaine dernière. Sarah m'a hébergé alors qu'elle n'y était pas obligée. Cela semblait juste de lui rendre hommage. Il revient à la voiture de Jacques, qui n'est plus une berline de luxe mais un véhicule familial pratique. Le trajet vers leur nouvelle maison les a emmenés hors de la ville dans une modeste ferme de 3 acres, assez grande pour leur famille non conventionnelle mais loin de l'opulence de la vie passée de Jacques. À l'intérieur, Émilie, répondant désormais confortablement à Émilie et Liliane selon qui s'adressait à elle, était assise à la table de la cuisine de la maison U, avec Olivia et Sarah travaillant sur un projet scientifique. Les deux mères avaient noué une complicité inattendue, leur amour commun pour Émilie ayant traversé les différences d'origine et d'expérience. Victoire arriva plus tard pour le dîner, sa transformation aussi spectaculaire que celle de Jacques. Fini les vêtements de marque et le maquillage parfait, remplacés par des vêtements décontractés et des sourires sincères. Elle avait déclaré, dans le cadre de l'activité hôtelière de sa famille, utiliser son héritage pour créer une fondation soutenant les familles séparées par une adoption frauduleuse. J'ai des nouvelles, annonça Victoire au dessert. La Fondation commémorative du Soleil a obtenu aujourd'hui le statut d'organisation à but non lucratif. Nous pouvons commencer à accepter des dons pour le projet de centre communautaire. Des acclamations éclatèrent autour de la table. La Fondation, dirigée conjointement par Jacques, Victoire, Sarah et Mathieu, était devenue leur mission commune, un moyen de transformer la douleur du passé en quelque chose de guérissant. Et Victoire de poursuivre en jetant un coup d'œil à Émilie, le programme de bourse d'études pour les enfants orphelins sera lancé le mois prochain. Nous l'appelons le Collins Renard Collard. Émilie rayonnait de fierté. À l'âge de 10 ans, elle avait insisté pour participer à la planification de la fondation, en particulier au programme pour enfants. Son point de vue unique s'est avéré inestimable. Plus tard dans la soirée, Jacques retrouve Émilie assise sur la balancelle, regardant les étoiles. Un grand jour demain, dit-il en la rejoignant. Premier jour dans ta nouvelle école, Émilie. Penses-tu que les enfants vont poser des questions, notamment sur le fait d'être à la télévision et sur Richard qui est mon père? Émilie haussa les épaules. Certains, peut-être, mais tu n'es pas obligé de répondre à ce que tu ne veux pas. Et rappelez-vous, la famille n'est pas seulement une question de sang. Il s'agit de ceux qui vous aiment et de ceux que vous choisissez d'aimer en retour. Comme nous, dit simplement Émilie. Nous nous sommes choisis. Jacques sourit, le cœur plein. Il y a 6 mois, il était piégé dans une vie fondée sur le mensonge, fiancé à une femme qu'il n'aimait pas et travaillant pour une entreprise bâtie sur la corruption. Aujourd'hui, entouré d'une famille improbable forgée par un traumatisme et une guérison partagée, il avait trouvé quelque chose que la richesse de Richard ne pourrait jamais acheter, une véritable connexion. La peinture de fondation peinte sur la grange qu'il était en train de transformer en espace de travail résumait parfaitement tout cela, construire ensemble un avenir meilleur, non par la manipulation ou le contrôle, mais par la vérité, le choix et le courage de recommencer. Alors qu'Émilie s'appuyait contre son épaule, Jacques réalisa que l'effondrement de l'Empire Fox n'était pas une fin mais le début de quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel bâtiment que Richard avait jamais construit. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit qui avait tout changé. Le vaste terrain de ce qui avait été prévu comme place du Soleil bourdonnait désormais d'activités, mais pas du genre que Richard Renard avait imaginé. Là où auraient dû se trouver des condominiums de luxe et des espaces commerciaux haut de gamme, un centre communautaire a fleuri. Aujourd'hui marquait l'inauguration officielle du centre commémoratif du Soleil et une foule modeste s'est rassemblée pour la cérémonie d'inauguration. Pas de célébrités ni de politiciens cette fois, juste des membres de la communauté, d'anciens résidents d'orphelinat et la famille non conventionnelle qui a rendu tout cela possible. Jacques Collins, anciennement Fox, montait sur le podium,
vêtu simplement d'un pantalon kaki et d'une chemise boutonnée. L'année écoulée l'avait adouci, atténuant les arêtes vives de l'exécutif qu'il avait été autrefois. Il y a un an, a-t-il commencé, sa voix traversant la foule attentive. Beaucoup d'entre nous étaient des étrangers liés uniquement par des secrets et la douleur causée par l'obsession du contrôle d'un seul homme. Aujourd'hui, nous nous réunissons non pas pour nous attarder sur ce passé, mais pour célébrer ce que nous avons construit à partir de ses cendres. Il a montré les bâtiments derrière lui, un établissement d'enseignement moderne, des ateliers de formation technique, des services de conseil, des bureaux et des services de soutien aux familles. Au centre du campus se trouvait un petit jardin commémoratif dédié à ceux dont la vie avait été perturbée par l'Empire Fox. Le centre commémoratif du Soleil représente un nouveau type de legs, a poursuivi Jacques. Ce n'est pas une famille bâtie sur la manipulation et la tromperie, mais sur la transparence, la guérison et une connexion authentique. Chaque personne qui franchit ces portes y trouvera un soutien sans compensation, des opportunités sans exploitation. Émilie, maintenant âgée de 11 ans, répondant confortablement au nom d'Émilie et Liliane, était assise au premier rang entre Olivia et Sarah, rayonnante de fierté. À ses côtés se trouvait Victoire, non plus une mondaine raffinée, mais une militante déterminée dont le témoignage avait été crucial dans les poursuites en cours contre Richard Renard et ses associés. Mathieu se tenait sur le côté, les bras croisés, les observant, tout en portant son réflexe protecteur qui était devenu sa nature. En tant que directeur du programme de formation technique, il avait déjà commencé à travailler avec un groupe d'adolescents en voie de majorité, apprenant des compétences automobiles et bien plus encore. Dignité, autonomie et confiance. Je tiens à remercier ceux qui ont rendu cette journée possible, a déclaré Jacques, son regard passant d'un visage à l'autre. Mathieu Collins, dont le courage et la loyauté n'ont jamais faibli. Sarah Collins, qui a tout risqué pour protéger un enfant qui n'était pas le sien par la naissance, mais qui est devenu le sien par amour. Olivia, qui a enduré des décennies de silence mais a trouvé sa voix quand cela comptait le plus. Victoire, qui a choisi la vérité plutôt que le privilège. Sa voix devenait plus douce à mesure qu'elle regardait Émilie, surtout cette jeune femme qui leur rappelait ce qui comptait quand le monde semblait sens dessus-dessous. Émilie se lève et rejoint Jacques sur le podium. Sa confiance était remarquable pour une si jeune fille. Ensemble, ils ont coupé le ruban, ouvrant officiellement le centre. Sous les applaudissements de la foule, la célébration s'est poursuivie tout au long de l'après-midi. Les membres de la communauté ont visité les installations. Les enfants jouaient dans le jardin et les bénévoles servaient un déjeuner simple. Il n'y avait pas de lustre en cristal ni de flûte de champagne, juste des gens se réunissant dans une joie authentique. Alors que la journée touchait à sa fin, Jacques trouva Émilie assise sur un banc du jardin du souvenir, tournant pensivement sa bague de rubis. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Émilie leva les yeux. « Je pense à cette bague. C'est elle qui a tout commencé. Vous l'avez reconnue ce jour-là sur la route, mais il représente aussi toutes les mauvaises choses que Richard a faites. » Jacques comprenait ses sentiments mitigés. « Les objets portent la signification qui leur est assignée, » a déclaré Émilie. « Cet anneau nous a connectés lorsque Richard a essayé de nous séparer. C'est quelque chose de bon qui vient de quelque chose de mauvais. » Elle réfléchit un instant puis ôta lentement la bague. « Je pense que sa place est ici, n'est-ce pas ? Dans le mémorial. » Jacques ressentait une immense fierté de sa sagesse. « Je pense que c'est parfait. » Ensemble, ils se sont dirigés vers la petite exposition au centre du jardin où des photos et des souvenirs racontaient l'histoire du foyer pour enfants, du soleil et des vies qu'il avait touchées. Émilie plaça parmi eux la bague en rubis, dont la couleur rouge profond reflétait la lumière de l'après-midi. « Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de mauvaises choses, » explique Émilie. « C'est de se rappeler que de bonnes choses peuvent arriver après, comme nous qui nous sommes retrouvés. » Plus tard dans la soirée, leur famille élargie s'est retrouvée pour dîner à la ferme qui était devenue leur maison. La conversation s'est déroulée facilement, ponctuée de rires qui auraient semblé impossibles un an auparavant. Ils n'étaient plus liés par la manipulation de Richard mais par le choix et l'amour. Après le dîner, Jacques a offert une petite boîte à Émilie. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent. Rien d'extravagant ou de précieux comme la bague rubis, mais significative dans sa simplicité. Il ne s'agit pas de possession ou de contrôle, a expliqué Jacques. C'est un nouveau type de promesse. Cette famille est quelque chose que nous construisons ensemble, pas quelque chose qui nous est imposé. Émilie a mis la bague à son doigt. Cette fois, c'était bien ajusté pour elle. Autour de la table, Jacques,
Victoire, Olivia, Sarah et Mathieu ont chacun montré des bagues assorties, symbole de leur famille choisie. Lorsque les étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, ils s'asseyaient sur le porche, partageant des histoires et des rêves pour l'avenir. Richard Renard était toujours en détention dans l'attente de son procès. Son empire fut démantelé, son pouvoir disparut. Cependant, son nom n'entrait presque plus dans leur conversation. Ils avaient dépassé le point où ils étaient définis par ses actions. Le Sun Memorial Center resterait comme un rappel des chemins tortueux et des vies bouleversées, mais aussi comme la preuve que de nouveaux départs sont toujours possibles. De la manipulation et du contrôle est né quelque chose d'authentique, une famille forgée par le choix plutôt que par l'obligation et un héritage bâti sur la guérison plutôt que sur le pouvoir. Jacques regardait autour de lui ces gens qui étaient devenus sa véritable famille. Il éprouvait une satisfaction que toute la richesse de Richard n'aurait jamais pu lui procurer. Émilie croisa son regard et sourit, son visage reflétant la paix qu'ils avaient tous trouvée. La bague en rubis était là où elle aurait dû être dans le passé. L'avenir symbolisé par les simples bagues en argent qu'ils portaient désormais s'étendait devant eux, vide et plein de possibilités.